Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la low-tech à l'école. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la démarche low-tech peut transformer nos pratiques éducatives. Donc moi, je m'appelle Christophe, je suis coprésident de l'association Green Step Project qui a pour vocation à accompagner la transition écologique et solidaire en milieu scolaire. Donc pour ce webinaire-là, je vais être accompagné par deux intervenants, Maxime et Martin, et je vous laisse vous présenter brièvement, vous et la structure que vous représentez. Maxime, je suis enseignant, professeur de physique-chimie au lycée Institution à Saint-Malo. Et on a mis en place un projet low-tech avec Martin en 2022-2023. Et ça continue depuis, on va sûrement parler dans ce webinaire. Du coup, moi, c'est Martin Amis, je suis président du Low-Tech Lab de Brest, qui s'inscrit dans le programme communauté Low-Tech Lab francophone. Et puis, je suis aussi ingénieur en électronique embarquée sur la thématique de la protection des cétacés. Merci beaucoup. Il y a 4 objectifs principaux donc, dans ce webinaire-là. Le but, ça va être de faire découvrir la démarche low-tech dans le monde de l'éducation. Ça va être aussi de montrer des exemples concrets pour pouvoir inspirer d'autres enseignants. Ça va être aussi de leur donner envie et d'offrir quelques ressources pour pouvoir se lancer le plus rapidement possible. Alors pour commencer, on va commencer par la définition, évidemment. Est-ce que Martin, tu peux nous donner ta définition de la low-tech, un petit peu expliquer ce que recouvre ce concept-là et pourquoi c'est pertinent à l'école? Du coup, la low-tech, en fait, c'est un ensemble de services, d'objets, de produits qui doivent en fait répondre à ce qu'on appelle des besoins essentiels. Donc les besoins essentiels, ça va être se nourrir, se loger, se déplacer, se pourvoir en énergie, s'approvisionner en eau, etc. Donc c'est le côté qu'on dit utile de la low-tech. La low-tech, c'est censé être une démarche aussi qu'on dit accessible, dans le sens une low-tech, elle doit être simple à fabriquer, simple à entretenir, simple à maintenir. Et du coup, c'est plus simple aussi à diffuser. Donc ça, c'est le côté accessible de la low-tech. Et puis, il y a bien entendu le côté durable, dans le sens où on va chercher plutôt à utiliser des ressources qu'on trouve localement. Et si ce ne sont pas des ressources naturelles, dans ce cas-là, on va essayer plutôt de faire de la deuxième main, du réemploi, ce genre de choses. Et surtout, en fait, on est à l'opposé de l'obsolescence programmée. Donc, le but, c'est vraiment de maximiser, d'augmenter la durée de vie des systèmes et des produits qu'on fabrique. Donc, c'est vraiment les mots-clés qu'on utilise au niveau du Low-Tech Lab, c'est l'utile, l'accessible et le durable. Un autre élément très important de la démarche, c'est qu'on est vraiment dans une posture de partager la ressource et l'information. Et du coup, on s'inscrit dans de la licence libre, dans de l'open source, que ce soit pour du logiciel comme pour les objets qu'on fabrique, les plans, les schémas, etc., etc. Par rapport à la question de pourquoi c'est essentiel à l'école, bah, c'est simple, c'est que c'est une démarche qui vise un peu tous les secteurs d'activité. C'est censé être pertinent vis-à-vis de tout le monde au niveau de la société. Donc, bah, ça commence auprès des plus jeunes, en fait. Nous, à notre niveau, l'objectif, ça va être de préparer un peu les emplois et les métiers de demain. Mais bah, ces emplois et ces métiers de demain, ce sont les élèves qui sont formés aujourd'hui, qui les pourvoiront dans le futur. Et donc, nous, notre travail, c'est de préparer le terrain. Donc, préparer le terrain aujourd'hui sur le monde du travail, mais aussi de préparer le terrain au niveau de l'enseignement pour adapter finalement les élèves au monde qui évolue, quoi. Et Maxime, toi, de ton point de vue d'enseignant, comment tu confirmes que c'est transposable dans les programmes scolaires ou bien alors que ça rejoint les valeurs éducatives, par exemple d'autonomie, de coopération, d'esprit critique? Euh, En fait, quand on a analysé le projet après l'avoir mené, on a réussi un peu à faire ressortir ce que ça avait pu apporter aux élèves, aux enseignants. On a surtout fait parler les élèves. Et du coup, ben, il y a du lien avec les programmes. Eux l'ont vu en tout cas sur la compréhension des circuits électriques en particulier. Ils ont donné du sens à... C'est devenu concret. Euh, Ils ont gagné en autonomie. Ils ont aussi appris à travailler en équipe, à s'organiser. Ça, c'est ce qui est ressorti aussi de leurs propos. Être autonome, prendre des initiatives. Et l'organisation sur le long terme, ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont évoqué. Et donc là, on est clairement dans les compétences à travailler pour nous en physique-chimie et aussi de façon générale au lycée. Ça s'inscrit aussi hyper bien dans les parcours, soit parcours citoyen, ben, particulièrement le parcours citoyen, mais aussi le parcours à venir, parce qu'en fait, en rencontrant des ingénieurs comme Martin, ben, voilà, ils peuvent se projeter. Donc vraiment, on a réussi à faire... on n'avait pas conscience de tous ces liens avec les programmes, et c'était vraiment très riche, quoi, du coup.
Parce que toi, du coup, tu es enseignant de physique-chimie. Est-ce que tu peux détailler un tout petit peu les points de programme ou les notions que tu travailles autour des circuits électriques? Sur le projet pédalier qu'on a fait avec le Low-Tech Lab de Brest, là, on pouvait travailler sur la notion de protection de circuit. Je repense à la résistance qu'à un moment donné, Martin a introduite comme une évidence. Il y a eu aussi la notion de puissance qui a été évoquée. Donc, on pouvait vraiment rendre concrètes des notions qui ont été vues en classe. Et l'électricité, c'est un peu flou. On a des élèves qui sont pas à l'aise, qui ont peur d'utiliser un multimètre. Alors que là, ça devenait un automatisme d'utiliser un multimètre pour vérifier que tout allait bien. D'ailleurs, il y a un multimètre intégré dans notre pédalier. Mm. euh, et en direct, tous les élèves qui l'utilisent voient ce qu'ils produisent, ce qu'ils génèrent. Voilà. Ah, donc super, ça fait le lien tout de suite avec les exemples concrets qu'on va voir maintenant. Tu as parlé du pédalier. Est-ce que tu peux nous parler des deux grands projets que tu as menés, toi, dans ton établissement scolaire en rapport avec la low-tech, pour savoir Ah, un peu comment c'est venu, comment ça a été mis en place, etc. Parler des grandes phases peut-être, pour illustrer ce qu'on entend par des démarches low-tech à l'école. alors, les grandes phases, ça a surtout été de la curiosité d'une petite équipe d'enseignants un peu voilà, sensible à ce qui se passait autour de la low-tech. Moi, je suivais le low-tech lab. Alors, pas à de Brest, je suivais ce que faisait Concarneau. Et je les ai contactés. Et ils nous ont très vite orientés vers Martin et son équipe à Brest, où il y avait une fibre à travailler avec les scolaires déjà. Et donc, voilà comment on est tombé dedans, en fait, parce que très vite, quand on tombe sur des personnes qui sont motivées, Martin, il s'est dit, pourquoi pas, on peut essayer de voir ce qui est possible. On a fait des réunions, puis à la fin, le projet, il s'est construit comme ça, après quelques visios, des coups de fil. Et donc, on s'est lancé un peu dans l'inconnu, parce que c'est quelque chose, on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de lieu. Là, j'ai un superbe lieu dans le dos. Les collègues qui vont voir la salle vont se dire ils sont super bien équipés à Saint-Malo, forcément c'est facile et tout, mais ça c'est après 3 ans en fait qu'on a fini par avoir un lieu, du matériel, voilà. Mais au début on était dans l'inconnu et on savait pas si les élèves allaient adhérer. En fait ils ont adhéré et donc ça s'est lancé comme ça. Première année un pédalier du coup. Parce que après échange avec le Tech Lab de Brest, c'était un objet qui semblait concevable par nos élèves sur un temps limité, dans des conditions de temps, de moyens limités aussi. Et l'année suivante, on s'est lancé, toujours accompagné par Brest, sur un projet d'éolienne. Et d'ailleurs, il y a une des fins, il faut que je me décale comme ça, la phase presque finale de l'éolienne est juste derrière moi, du coup. Elle n'est pas encore terminée, ça a un petit peu traîné parce qu'on est en train d'essayer vraiment de la perfectionner au maximum. Elle est là quasiment, il y a encore un groupe d'élèves qui travaillent dessus là. Est-ce que Martin, tu peux nous décrire peut-être l'objet technique que tu as mis en place et pourquoi tu as trouvé que c'était adapté à leur niveau, justement? Parce qu'après, plus tard, on verra peut-être d'autres exemples transférables en classe, mais là, c'est pour expliquer un petit peu aux autres profs qu'est-ce que c'est un pédalier concrètement et à quoi ça peut bien servir. Bah, en fait, le but du pédalier, ça va être de générer de l'électricité avec la force des cuisses, hein. Donc l'idée, c'est de pédaler, et puis en pédalant, en fait, on génère de l'électricité. Et en fait, le constat qu'on avait fait avec Maxime, c'est que ça permet en fait aux élèves de comprendre physiquement en fait ce que ça représente un effort mécanique et comment on est capable de transformer cet effort mécanique en électricité finalement. Et du coup, ça fait vraiment le lien justement en physique-chimie sur des notions de base. On parle de puissance en watts, on parle d'énergie en watts-heure, mais c'est pas forcément très parlant tant qu'on l'a pas vraiment expérimenté physiquement finalement. Et après, sur le pédalier, c'est à la fois simple, mais pas si simple comme projet. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut récupérer un maximum de choses. Donc, typiquement, ça demande aux élèves d'aller chercher un vélo dans une casse ou dans des recycleries. Ça demande d'aller chercher deux, trois équipements comme ça. On est obligé d'acheter quelques équipements électroniques aussi parce que c'est difficile de faire 100% de la récupération. Mais du coup, ça permet d'aborder à 100% la notion de low-tech et les limites qu'on peut avoir sur je suis à 100% dans de la récupération ou, à contrario, 100% récupéré, ça prend un temps énorme d'aller chercher des choses à droite à gauche et du coup, il faut être peut-être capable de faire deux, trois concessions. Bon, bref. Et du coup, porter tout ça sur un an, ça nous paraissait jouable, ouais.
Ok, super. Avant de parler de l'éolienne, qui est vraiment un projet plus complexe, est-ce que maintenant tu peux nous expliquer aussi quels autres types de projets tu as pu porter avec d'autres écoles? Si tu as des choses peut-être plus faciles à mettre en place par rapport à ton expérience au Tech Lab, si tu peux nous donner comme ça en vrac des exemples transférables en classe pour que les profs puissent s'approprier différents objets techniques ou différents projets. Ouais, c'est chouette de reposer la question comme ça parce que, en fait, nous, on est capable d'être un peu soutien pour initier, pour aider à démarrer des projets low-tech, mais en fait, n'importe quelle enseignante ou enseignant peut s'approprier les supports tels qu'ils existent sur Internet, sur le wiki, par exemple, du Low-Tech Lab, mais sur tout un tas d'autres supports et d'autres sites aussi. Et ensuite, de faire soi-même les ateliers ou les projets en interne dans les classes. Et nous, les projets qu'on a portés et qu'on a expérimentés, c'était avec une classe de primaire, donc c'était en 2023, enfin l'année 2023-2024. Et du coup, on a fait plusieurs low-tech dans l'année. Donc, on a fabriqué des petites lampes solaires, donc avec panneaux photovoltaïques, une petite carte électronique, des cellules au lithium qu'on a récupérées dans des batteries de vélo, avec des interrupteurs, etc. Donc là, l'idée, c'était de faire une lampe qui soit rechargée par le soleil. On a fait aussi un projet de pédalier, et ça, c'était génial. Le public avait été de 6 à 11 ans. Et du coup, bah, c'est pareil, on les a fait travailler sur le pédalier. Donc, ils ont fabriqué un vélo générateur d'électricité, mais à taille enfant, quoi. C'était vachement chouette. On a fait aussi un garde-manger que les enfants ont fabriqué. Donc, l'idée, c'est qu'ils font pas tout non plus pendant les ateliers. Par exemple, pour le garde-manger, on prépare un certain nombre de découpes et ils font plus de l'assemblage que de la découpe. Du coup, voilà, l'idée, c'était d'expérimenter, de tester ça et de voir ce que ça donne. Et on est allé carrément jusqu'à faire de la soudure de composants électroniques sur des cartes ou ce genre de choses. Super, parce que ça me fait penser aussi à un collège que j'étais allé voir du côté de Lynx, qui avait fait un four solaire, qui avait fait un filtre à eau, qui avait fait aussi un frigo du désert. Donc il y a vraiment des objets, il y a tout un continuum de difficultés entre des objets assez simples à mettre en place et des objets vraiment plus techniques, plus difficiles ou qui apportent d'autres notions. Mais en tout cas, tu confirmes que c'est faisable dès le primaire, voire dès la maternelle. Mais ça nous amène sur le deuxième projet du lycée de Maxime, qui est quand même un peu plus ambitieux, c'est l'éolienne. Est-ce que tu peux raconter un petit peu le cheminement, si tu peux raconter comment ça vous avez procédé, les pièces? Je sais que les jeunes, ils avaient beaucoup témoigné sur ce qui était recyclé de seconde main, etc. Si tu peux Mm. nous raconter cette aventure ambitieuse avec les éoliennes, Maxime, s'il te plaît. Alors, ben, du coup, le projet éolienne, c'est le projet que vous avez documenté avec Green Step Project. Là, on était toujours accompagné, mais cette fois à distance, par l'équipe du Lotech Lab de Brest. Parce qu'on voilà, on avait gagné un peu en autonomie avec la première année pédalier. Donc, il fallait qu'on se lance comme des grands. Ben, on s'est lancé sur ce projet-là déjà pour changer d'objet. On n'avait pas à refaire des pédaliers. Ça paraissait un peu une évidence. En étant au bord de la mer, on se disait qu'on allait pouvoir voilà, la faire tourner assez facilement. Enfin, voilà, on s'est lancé dans ce projet-là. C'est un projet qui était ambitieux dans le sens où on a fait un partenariat avec une école d'ingénieurs à Grenoble avec l'NC Cube. Et il y a des étudiants qui ont suivi ce que faisaient nos élèves, qui ont essayé d'améliorer le prototype que nos élèves leur ont envoyé. Et c'est le prototype qui est derrière, du coup, qui a été amélioré par des ingénieurs. Ils ont expliqué ce qu'ils avaient fait, tout en restant dans la démarche low-tech. C'est ça qui était le plus dur, je pense, aussi pour eux. Et derrière, donc, ben, on a reçu l'éolienne, qu'on est encore en train, donc un an après, de perfectionner et d'essayer de trouver le meilleur lieu pour mettre cette éolienne. Donc, ce qui a été compliqué, là, on a rencontré pas mal d'obstacles. C'était trouver le bon moteur pour le faire fonctionner, donc pour récupérer de l'énergie, donc faire tourner le moteur. C'est un moteur d'imprimante. En fait, on est parti des wikis des tutos du wiki du Low Tech Lab et d'autres tutos aussi qu'on peut trouver sur d'autres associations qui font de la low tech. Et on a fait un mix de tout ça et à la fin, on a réussi à avoir un objet ben, qui fonctionne. C'est ce que disait Martin, c'est que pour tous ces objets-là, il y a des tutoriels où il y a des fiches, il y a des emplois un petit peu qui sont en libre Oui, accès. Donc sur Internet, on pourra transmettre les liens, etc. pour les profs que ça ouais. intéresse. Mais justement, tu peux nous dire un petit peu comment vous l'avez conçu, au début, par quoi ça a commencé, qu'est-ce que vous avez dû faire, Ben, qu'est-ce en qui fait, est de seconde main, etc. Tu parles des moteurs d'imprimante. Tu sais, mettre des démos sur les composants ouais. qui ont été utilisés. Alors, ce qu'on a fait, on est parti de. Je pense qu'on avait trois, quatre ressources. Donc, évidemment, celle du wiki du Low Tech Lab. Et puis, il y avait d'autres associations. Voilà, on devait avoir trois, quatre tutos différents. Et on a fait un mix. Et donc, bah,
de toute façon, il fallait récupérer un mât. Donc là, le mât, en fait, c'est ni plus ni moins que un manche d'une grosse cisaille pour couper des branches d'arbres. Voilà. Enfin, ça, c'est un bout du mât, parce que le reste du mât qui est sur le côté là-bas, c'est un petit parasol qu'une famille nous a donné. Et on a beaucoup mobilisé les familles, en fait. Et ça, c'est aussi Martin et le Tech Lab qui nous avaient conseillé de faire ça. Et donc, bah, les gens ont donné des choses qu'il y avait dans leur garage. Donc, la communauté éducative, elle s'est impliquée. C'est aussi des collègues, des profs, du personnel. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a aussi utilisé, donc, pour faire les, euh, les pales, c'est tout simplement un papa plombier, père d'élèves, qui nous a donné des tuyaux de plomberie en PVC qui ont après été découpés. Côté électronique, alors là, c'était le plus difficile. C'était effectivement de récupérer des moteurs sur des imprimantes qui traînaient au lycée, qui étaient usagées. Il s'avère qu'en fait, bah là, on a été obligé, comme disait Martin, de faire une concession et finalement d'acheter un petit moteur d'imprimante 3D en fait, qui était plus performant et qui permettait de générer suffisamment d'intensité pour alimenter une batterie en fait. Ce qui est vraiment chouette dans ce qu'on vit dans ces projets, c'est qu'on est avec les élèves et on est dans la même galère qu'eux, on cherche, on est vraiment en train d'essayer de s'adapter. Moi, c'est ce que j'ai vraiment le plus apprécié, quoi. Et là, dans le projet qu'on fait cette année, je leur redis, hein, je suis comme vous, on va tâtonner, on va pas y arriver, et puis à la fin, on arrivera à quelque chose quand même qui sera plus que satisfaisant pour tout le monde. Et alors, le projet commençant à pas mal rayonner avec ce qu'on avait fait l'année d'avant avec les pédaliers, on a pu aussi avoir des budgets, des financements, et du coup, on a pu acheter une imprimante 3D qui nous a permis de faire la coque bah, que vous devez voir derrière moi, là, blanche, là, avec notamment l'ogive devant, là. Et là, du coup, les élèves ont développé des connaissances en impression 3D, et là, bah, qui sont au-dessus des miennes, en fait, clairement. Ce groupe d'élèves, il est encore au lycée cette année, et je suis bien content parce que c'est eux qui forment leurs camarades qui arrivent là, et à utiliser le logiciel, qui est un logiciel gratuit, enfin voilà, pour faire des petits modèles. Donc c'est un projet qui est à nouveau très riche en fait en découverte pour les profs, pour les élèves, qui crée beaucoup de liens en fait avec les familles, avec les personnels et voilà. Et avec des associations comme Green Step au final. J'aurais bien rajouté une petite anecdote que c'est vrai que je redonne à chaque fois. C'est du coup quand on a accompagné Saint-Malo là pour le projet pédalier la première année, on avait identifié 5 temps où le Lotec Lab Brest venait en présentiel à Saint-Malo pour travailler finalement avec les enseignantes, les enseignants et puis les élèves. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à chaque fois qu'on revenait dans l'année pour intervenir, on était de moins en moins nécessaire finalement, parce que les élèves s'appropriaient de plus en plus l'utilisation des outils, des machines, ils étaient de plus en plus autonomes. Et ça, c'est hyper valorisant sur le fait de porter une démarche comme ça, parce que, comme Maxime l'a dit, il parle déjà d'autonomie de la part des élèves. En fait, on l'a vu dans l'année, et c'est un super retour d'expérience en fait pour nous, quoi. Et je pense que c'est important ouais, de le préciser. Dans la continuité, Martin, j'ai reçu, je crois que je te l'ai dit, je sais plus, mais des photos, si on en a parlé, d'élèves 2 ans après, là, qui sont plus au lycée, du coup, qui sont en études sup et qui m'ont envoyé des filles, du coup, du projet pédalier, des photos avec perceuse, scie sauteuse. Elles sont maintenant en école et voilà, elles disaient, ça nous a servi, ça nous sert encore. Donc, on a progressé dans ce qu'on fait et dans ce qu'on peut faire avec nos mains. Et puis l'autre truc que je voulais rajouter aussi, c'est un des pédaliers, parce qu'on en avait produit 4 la première année là. Et en fait, on a récupéré un des pédaliers sur Brest. Et en fait, c'est le vélo qu'on utilise quand on fait des animations dans le pays de Brest, en fait. Donc, il est toujours utilisé aujourd'hui pour faire de la sensibilisation, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et Et ceux du lycée sont toujours là dans le hall du lycée, dans l'agora, et il y a des élèves de seconde qui n'ont pas suivi du tout le projet, qui l'utilisent pour recharger leur tablette et qui découvrent qu'il faut pédaler quand même pas mal pour gagner 1%. Donc il y a tout un travail après qui peut être fait en classe sur ça justement. Ce qu'on doit déployer pour récupérer 1% de batterie sur une batterie lithium, c'est assez intéressant. C'est vrai, nous, on avait aussi eu ce retour-là, justement, de sensibilisation par rapport à l'énergie et vraiment la valeur de l'énergie que finalement de mettre une Ah oui. prise pour son téléphone, ça paraît tellement simple, mais quand on doit pédaler, on se rend compte vraiment de ce que c'est. Donc, si vous voulez bien, on va passer aux petites questions qui ont été préparées. Donc, la première, je pense que ça va être plus pour toi, Maxime, ça concerne la mobilisation des collègues. Et la question, c'est combien d'enseignants as-tu embarqué dans cette aventure et comment tu t'y es pris?
Au début du projet, en fait, ça part dans l'équipe de physique, comme disait Martin tout à l'heure, en échangeant avec une collègue Camille. Et voilà, en parlant avec l'équipe, finalement, il y a une collègue Camille qui a suivi la dynamique, qui était intéressée, qui avait envie de s'engager. Et on ne s'est pas limité à l'équipe de physique, on a aussi mobilisé la vie scolaire. Donc, c'est parti d'une collaboration, du coup, prof de physique et vie scolaire, parce qu'en fait, il fallait aussi qu'on ait l'appui de la vie scolaire pour pouvoir avancer. Et donc, on était une petite équipe comme ça de 3-4 personnes sur le projet. Et puis après, très vite, des curieux sont venus, hein. Je pense que Martin, tu t'en souviens, de voir des têtes à la porte, là, des collègues qui se demandent, mais il se passe quoi dans cette salle? Là, on entend des fois des coups de marteau, de la scie et tout ça. Donc, petit à petit, le projet, comme je le disais tout à l'heure, a rayonné et il y a des personnes qui maintenant, dans ce projet, qui se limite plus uniquement à la low-tech, mais aux sciences en général au lycée, il y a des personnes qui viennent donner des coups de main, en fait, qui sont intéressées pour partager ces moments avec les élèves. Je dirais qu'au départ, on part d'une toute petite équipe de très motivés, parce qu'on ne savait vraiment pas où on allait. Et finalement, maintenant, on a des volontaires, en fait, des collègues qui viennent sur leur temps. Mais c'est sur la base du volontariat. Il ne faut pas que ça soit une contrainte, il faut que ça reste un plaisir. Et voilà. On va passer à la deuxième question qui porte sur les freins. Ça, c'est une question vraiment qui intéresse tous les profs. C'est quels étaient les principaux freins selon toi et comment on peut les lever? On commence avec Ouais, Mathieu. alors, ce qui est intéressant là, par rapport à la question, c'est qu'on avait fait une analyse du projet après l'avoir mené. Donc là, je parle particulièrement du projet pédalier, qui est le début de l'histoire, entre guillemets, et c'est valable aussi pour le projet éolienne que vous avez documenté avec GreenStep. Le budget, forcément, a été une contrainte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est très vite rendu compte qu'on n'avait pas le matériel pour bricoler, entre guillemets bricoler, on n'avait pas les composants et qu'il allait falloir dégager un budget. Alors, on avait un peu anticipé les choses, mais Martin s'en souvient certainement. En fait, très vite, on a vu on dépassait ce qu'on avait anticipé, quoi. Et donc, voilà, trouver un budget. Et c'est là où il y a eu un vrai appui du Low Tech Lab et de Explore à Concarneau, qui nous ont permis en fait de trouver des partenaires. Et on a nous aussi, au sein du lycée, cherché à faire un peu lever des fonds et des partenariats. Donc on a pu comme ça aller au bout de notre projet grâce à des partenaires. Et puis on a fait aussi une demande de subvention auprès de la région grâce au dispositif Carta. Donc ça, c'est des dispositifs auxquels tout le monde a accès en fait. Donc la question du budget, la question du lieu. Le lieu, ça a été très vite un souci pour des raisons de sécurité, de place, de stockage. Donc il a fallu qu'il y ait des concessions de fait. Alors cette salle, qui était une petite salle très adaptée à des petits cours, à des cours avec des petits effectifs, elle a été très vite condamnée et réservée à ce projet. Maintenant, on est dans un autre lieu, plus grand, avec vraiment très adapté. Donc il y a eu l'obstacle du lieu. Il y a aussi eu un obstacle, c'était finalement de faire comprendre, alors, ça c'est plus le levier déjà, mais que certains collègues comprenaient pas ce qui se passait. Et en levier, là, il a fallu vraiment discuter, sensibiliser à la démarche, expliquer ce qu'on faisait. Et ça a été très vite compris par l'équipe. L'organisation, du coup, faire venir le Lotec Lab toute une demi-journée, ça s'organise. Donc là, la vie scolaire est un vrai point d'appui. Et en obstacle côté prof, quand même, c'est le temps que ça demande, que ce soit pour organiser, pour être avec les élèves, pour gérer tout ce qu'il y a à côté, en fait. Les partenariats, la communication, parce qu'à partir du moment où on a des partenariats, il faut quand même communiquer un minimum. Et tout ça, c'est du temps. Voilà, faut être passionné et motivé quand même par ce qui se passe. Mais en fait, très vite, on le devient de toute façon. Je vous disais tout à l'heure, il y a des collègues qui ont été curieux au début, qui maintenant s'impliquent dans ce qu'on propose ici. Parce qu'ils voient les bénéfices et la qualité des moments qu'on partage avec les jeunes, quoi. Si je peux me permettre de rajouter un point, il y avait eu un don aussi d'outils, d'outillage pour la première année. On a une entreprise, donc Milwaukee, là, qui nous a vraiment, qui a été curieuse de ce qu'on faisait et qui a donné beaucoup de matériel de bricolage. On a fait une formation sécurité. euh, les collègues qui encadrent sont formés aussi. Et du coup, on a du bon matériel maintenant pour ça, ouais. Je peux peut-être rajouter un ou deux points là sur les freins éventuels. Ouais. Maxime, tu en as déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a la sécurité, en fait, tout bêtement. Ouais.
que ce soit sur l'utilisation des outils, etc. Et pour le coup, Milwaukee, quand ils ont fait le don, il me semble qu'il avait formé les élèves. Et puis surtout, il faut être présent quand ils bricolent. Et ça, il faut être vigilant, hein. Quand c'est une petite pièce qui est pas forcément très bien adaptée, c'est pas fou. Donc, un des premiers leviers là-dessus, en effet, ça va peut-être être de commencer sur des petits projets ou des petits groupes, quoi. Et ça rejoint le deuxième point que je voulais aborder, c'est la légitimité, en fait. On se sent pas forcément légitime de porter des projets comme ça parce que on n'est pas forcément issu du milieu low-tech ou on n'est pas forcément bricoleur. Mais en fait, faut pas se freiner avec ça. Une fois de plus, à la limite, faut commencer un petit peu petit, se faire soi-même son tuto à la maison et puis quitte ensuite à essayer de le faire avec un petit groupe d'élèves plus tard, quoi. Et justement, si tu peux enchaîner pour donner des conseils, ça va être la prochaine question. Enfin, ça va être entre les deux, entre les obstacles et la prochaine question qui concerne le premier degré. Pour toi, c'est quoi des choses assez faciles à mettre en place? La question qui vient, c'est si un collègue du premier degré voulait se lancer, quel conseil tu lui donnerais pour démarrer simplement? Donc en primaire ou en maternelle, par quoi tu commencerais pour faire simple et justement éviter un petit peu ces obstacles-là? Ça va être en fait reprendre les tutoriels qu'on peut trouver sur le wiki du Low Tech Lab. En introduction du tutoriel, on a la difficulté. Et Ok. donc, il y a des tutoriels qui sont très faciles, il y en a qui sont plus complexes. Donc, par exemple, ça pourrait être faire germer des graines ou ce genre de choses. C'est hyper simple à faire, il n'y a aucun risque, aucun danger. Et puis, ça te permet déjà d'aborder la question de la low-tech et de l'alimentation. Nous, on avait fait les lampes solaires une fois de plus avec les petits, là, les primaires. Voilà, c'est un projet qui peut se faire, enfin, qui se fait typiquement en cours de technologie ou quoi. Ça peut facilement être porté chez les plus jeunes. Il y a plein de ressources sur Internet pour démarrer sur des petits projets. Le garde-manger, je le trouvais intéressant. Le garde-manger, à la limite, ce qui est un petit peu compliqué, ça va être de préparer les matériaux, donc découper les planches à la bonne taille, etc. Mais après, l'assemblage en lui-même, il n'est pas extrêmement difficile, quoi. C'est quand même, en gros, faut fisser 4 tasseaux dans 2 planches et puis mettre des cagettes qu'on récupère au magasin bio local entre deux, quoi. Donc c'est possible de commencer, on va dire, modestement, pas à pas, pour prendre confiance dans la démarche, et ensuite, si on le souhaite, aller vers des projets un petit peu plus ambitieux. Après, une fois qu'on a gagné un peu en confiance, on arrive sur ce projet éolien où clairement on s'est lancé sans savoir si on allait aller au bout, hein. Mm. Mais c'est vrai que la première année, de faire quelque chose que le Low-Tech Lab avait déjà testé, c'était hyper rassurant pour nous. Se lancer dans le projet éolienne direct, je sais pas si on serait pas peut-être pas allé au bout. Et Du coup, C'est une bonne remarque. Il faut quand même plutôt réussir à fabriquer les objets ou les low-tech. ouais. Donc, il vaut mieux choisir des projets qui soient moins complexes, mais on va jusqu'au bout, en fait. Et du coup, ça leur donne confiance aussi aux enfants. Et je me rappelle que les ateliers qu'on faisait dans le primaire, les enfants venaient en courant Ah dans oui. dans la classe pour faire l'atelier, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça pour aller en cours habituellement, c'est peut-être le cas, mais moi, j'avais trouvé ça rigolo et assez parlant, quoi. toi, ce serait quoi tes conseils, Maxime, du coup, pour des enseignants du primaire ou de maternelle pour pouvoir commencer cette démarche-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont transférables de ton expérience que tu dirais pour avoir des clés? Effectivement, le projet qu'on a mené, le projet éolienne, le projet pédalier, ça reste des projets très ambitieux. Sans l'accompagnement, comme je le disais, de Martin et de son équipe la première année, on ne serait sûrement pas allé au bout. Euh, Là, je pense que, comme le disait Martin, de commencer par des objets plus simples. Et là, nous, cette année, pour la troisième ou quatrième année là, du projet, on laisse un peu champ libre aux élèves. Ils choisissent leur low-tech. Et clairement, le critère difficulté, c'est le critère numéro un. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont déjà un peu aguerris, notamment qui ont été dans l'équipe éolienne. Voilà, ils se permettent d'aller chercher des choses un peu plus difficiles. Et là, je pense à un groupe de filles qui s'est constitué la semaine dernière. Elles sont parties sur, Martin, tu parlais des lampes solaires, elles vont partir sur ça, parce qu'elles ont vu que la difficulté, c'était au niveau vraiment facile. Et donc, elles démarrent par ça pour le premier semestre, et puis elles verront si elles ont le temps de faire autre chose au deuxième semestre. Mais voilà, vraiment, dans la continuité de ce qu'a dit Martin, c'est pour le premier projet, il faut quand même être confiant sur l'objet, il faut quand même que ça se termine par une réussite. On va enchaîner un petit peu, Martin, tu as commencé à en parler, mais c'est quand on est enseignant comme ça dans sa classe, sur quelle structure extérieure on peut s'appuyer pour avoir de l'aide ou pour réaliser un projet low-tech. Toi, tu fais partie du Low-Tech Lab de Brest. Peut-être qu'il y a un réseau dans différentes villes de France, peut-être qu'il y a même d'autres associations. Si tu peux donner des conseils à ce niveau-là. On n'a pas besoin forcément de se rapprocher d'une association qui est low-tech, hein. Il suffit de trouver des associations
qui font du bricolage, du réemploi ou genre des recycleries, par exemple, ça peut potentiellement les intéresser. Les parents, nous, on a beaucoup de parents qui se sont proposés, en fait, qui ont dit qu'ils avaient cette sensibilité-là et qu'ils voulaient bien participer à ce projet. Il y a plein de gens qui font de la low-tech en fait sans se mettre en avant dans la démarche low-tech. Par contre, ils savent fabriquer, ils savent réparer, ils savent. Et en fait, des structures, des associations, bah, faut un peu regarder ce qu'il y a autour de chez soi. Et si on reprend un exemple concret, nous, on a une association sur Brest qui s'appelle La Pince, qui travaille sur le tissu et sur réapprendre à coudre, à fabriquer soi-même ses vêtements, etc. Nous, on sait pas du tout le faire à Brest, mais ça peut permettre de fabriquer des marmites norvégiennes en tissu. On va passer à l'avant-dernière question. Donc, ça va être la question budget. C'est côté budget, combien il faut prévoir, comment on peut financer un projet low-tech. Et peut-être en troisième question dans la question, c'est est-ce que c'est possible de commencer sans budget? Donc, je récapitule juste. Est-ce qu'il y a un budget à prévoir? Comment on peut faire financer un projet low-tech? Et est-ce que c'est possible de commencer sans budget? Je peux parler de l'expérience du lycée sur le budget. En fait, ce qu'on avait projeté avec Martin lors des réunions de préparation à la collaboration en fait, qu'on a eu ensemble après, c'était déjà le partenariat parce que le Low-Tech Lab se déplaçait. Donc, effectivement, s'il y a des intervenants extérieurs, il faut l'anticiper. Côté matériaux, je pense que moi, je m'étais beaucoup dit qu'on allait récupérer les choses par voilà, les matériaux, etc. Et ce qui a été vrai, d'ailleurs, on a récupéré des matériaux par les familles, par les personnels, par ce que ramenait Brest aussi. Mais pour le coup, tout ce qui est quincaillerie et tout ce qui est outillage à main et les petites visseuses, perceuses, etc., ben ça coûte vite très cher. Donc, à moins d'avoir un don de matériel par des personnes de la communauté éducative, il faut quand même l'anticiper. Pour la première année, en tout cas, parce que là, depuis, on a plus besoin. Cette année, on achète. Le budget, il est vraiment au minimum, hein. Là, on a juste besoin d'un budget de roulement pour acheter un peu de quincaillerie. Et encore, il nous en reste. Peut-être on va devoir effectivement acheter un peu d'électronique parce que, comme disait Martin, ça permet de gagner parfois du temps et de pouvoir mener le projet à terme. Mais la première année, il faut anticiper un petit peu quand même les choses. Il y a d'autres. Elementaire Project qui nous a financé, l'association de Marie Tabarly. Et puis il y a eu Carta, hein. Ouais, tu l'as Oui, précisé c'est tout vrai, à la l'heure. région qui a participé aussi au projet. Ouais. Donc là, il a Mais fallu remplir un dossier, dire ce qu'on faisait. Ça rentrait dans le cadre de projets innovants. pour moi, là où Saint-Malo, vous avez vraiment géré, c'est justement sur l'aspect com, l'aspect valorisation et pour pouvoir transformer l'essai en fait derrière. Oui. Montrer qu'il y a eu un intérêt pédagogique, ça a mobilisé, ça a intéressé des gens et que derrière, bah, ça peut se reproduire et monter un petit peu en gamme, quoi. Bah, c'est ça. La direction a bien reçu le projet aussi, nous a soutenus dès le début et en même temps, voilà, ça rayonne. Le projet, il est visible. On ne le fait pas pour ça, évidemment, hein, c'est pas pour faire de la pub ou quoi. Nous, c'est vraiment l'expérience qu'on a vécue avec les élèves qui était juste passionnante. Mais malgré, enfin, c'était en parallèle, en fait, ça intriguait les gens. Voilà, il y a des personnes qui ont visité un peu cette salle là, voir ce qui s'y passait. Et au final, bah, pour l'établissement, c'est un plus, quoi. Donc derrière, si c'est un plus pour l'établissement, bah, on a été soutenu. Donc cette salle, il y a eu d'autres investissements qui ont été faits pour être dans de bonnes conditions de sécurité aussi. On a eu un gros soutien, ça a été bien accueilli, bien compris. Et d'ailleurs, là, on est en 2025, donc du coup, c'est la quatrième année finalement. Et c'est devenu quelque chose d'encore plus ambitieux. En fait, il y a pas juste la low-tech, c'est un des volets. C'est devenu un projet autour des sciences, en fait, qu'on a appelé Cap Science, où bah, il y a des affiches dans mon dos là-bas, où on a des élèves qui font des podcasts, on a des élèves qui font de la low-tech, ça reste quand même le gros pôle hein, de travail. On a des élèves qui font des vidéos maintenant aussi en lien avec les sciences. Donc il y a toute une dynamique qui s'est créée. Et en fait, en semant cette graine low-tech, ben, derrière, il y a plein de choses qui se sont greffées autour, quoi, qui ont poussé autour. Un des enjeux de la première année, c'était de pouvoir valoriser le travail et puis de le mettre en ligne derrière. Et du coup, on a fait un petit tutoriel qu'on peut retrouver sur le wiki, quoi. Ça a été hyper intéressant. Les élèves ont très vite compris, grâce à ce que nous partageait le Low-Tech Lab, qu'il fallait partager, enfin, communiquer sur ce qu'on faisait, mais au sens du partage. Pas communiquer juste pour montrer, voilà, on est trop fort, on bricole et voilà. Non, c'est vraiment, bah, si vous aussi vous voulez essayer, voilà comment faut faire. Et donc, ils ont participé à la rédaction du tuto. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et d'ailleurs, l'année suivante, on a créé ce petit compte Instagram pour le projet éolienne. On a essayé de montrer ce qu'on faisait au fur et à mesure, quoi, pour partager en fait, plus que pour montrer, quoi.
Super. De notre côté, en tout cas, chez Green Step Éducation, vous pourrez retrouver les ressources sur notre site internet. Donc, justement, sur comment faire un projet low-tech. Donc, on s'est inspiré de l'exemple de ce qu'a fait Maxime dans son lycée, mais ça peut être vraiment ouvert sur n'importe quel type d'objet, comme on l'a parlé, avec des degrés de difficulté qui sont vraiment soit de facile à plus difficile. Et la petite question bonus pour clôturer, enfin, les deux questions bonus pour clôturer, ce serait vous, ça a été quoi le moment le plus marquant dans ces projets low-tech avec les élèves? Ouais, Martin, Bah, il l'a dit tout à l'heure, moi, ouais, le je l'ai dit professeur. tout à l'heure, hein, c'est le Ouais, fait que les élèves soient de plus en plus autonomes. je Et crois qu'on est plus d'accord on, là-dessus. Ouais. ouais, plus on intervenait dans l'établissement au cours de l'année, moins on était utile. Je crois Voilà. qu'on Donc ça, était très vite ouais, sciés, quoi. Je me rappelle discuter de ça avec Martin et regarder les élèves, en fait, ouais, ils avaient plus besoin de nous, en fait. Et l'autre truc, c'est le travail que tu avais fait après avec Camille de récupérer le retour d'expérience des élèves, en fait, et Ouais, comment dire, leurs témoignages. C'était incroyable. ouais, j'ai les phrases sous les yeux, là, hein, Ah bah, je veux bien que tu en d'élèves, et c'est complètes vrai que aussi pour c'était donner hyper une idée. positif. J'ai découvert plein de choses. J'ai aimé que ce soit des petits groupes autonomes. J'ai appris à travailler en équipe et résoudre des problèmes techniques. J'ai adoré faire ce projet. Enfin, il y a plein de retours positifs. Il faut continuer pour les années prochaines. C'était vraiment bien, un travail de groupe intéressant. J'ai aimé que ce soit des petits groupes autonomes. J'ai appris à travailler en équipe. Ça ressort beaucoup, ça. Le fait de m'engager dans un projet et de travailler en équipe. J'ai appris, ça a développé mon esprit d'équipe, etc. J'ai adoré découvrir la démarche tech. Il s'agit d'une belle initiative pour notre nouvelle génération. Voilà, par exemple, il y a plein de phrases comme ça qui nous ont laissé à la fin du projet. Et ça paraît pas grand-chose, mais en fait, c'est énorme comme, bah, pour nous, en fait, Oui. ça nous apporte beaucoup, quoi. La Ouais. petite question de fin, c'est si un enseignant là qui regarde, il devrait repartir avec une idée à tester demain, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous Bon, c'est conseillez? d'essayer de bricoler avec les élèves, en fait, hein. Euh, Bricoler, c'est pas forcément à devoir prendre une scie circulaire ou une scie sauteuse ouais. ou un tour à bois ou je sais pas trop quoi ça peut être même sur des petits projets, en fait. Je pense qu'il faut peut-être, ce qui est possible, c'est d'aller sur le wiki du Low-Tech Lab, de repérer quelques low-tech niveau facile qui semblent jouables pour le prof, que déjà l'enseignant se sente capable d'aller au bout de cette fabrication et puis de les proposer aux élèves en fait et qu'ils choisissent. Et une fois qu'ils auront choisi, là ils vont s'engager dans le projet et il faut y aller avec eux. Ça peut être déjà d'en parler, en fait, tout bêtement. D'en Ouais. parler autour de soi et donc de dire que voilà, on a l'idée, on a la volonté de porter un projet low-tech, est-ce que ça peut mobiliser des gens et si c'est le cas, bon, bah, on se fait une réunion de travail collectif et on voit ce qui peut être fait, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Moi, j'ai terminé la liste de questions qui avait été proposée par les enseignants. Donc, merci beaucoup Maxime et merci beaucoup Martin. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à aller voir les liens en description pour trouver des ressources, que ce soit les tutos du Low Tech Lab ou bien les ressources de Green Step Project. Et à bientôt pour un nouveau webinaire.